tous. Dans ce cours, nous allons aborder les pathologies et plus en détail les pathologies neurologiques et neurodégénératives. On va commencer tout de suite par la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer, qui est la maladie neurodégénérative la plus présente en France. On estime qu'elle touche entre 700 000 et 900 000 personnes actuellement. C'est une maladie qui touche surtout les personnes âgées, mais il faut savoir que les cas les plus précoces recensés sont aux alentours de 40-45 ans. Donc, vous voyez, hein, potentiellement, hein, les plus jeunes peuvent aussi être touchés. Hem, voilà. La maladie d'Alzheimer, donc, quelle est cette pathologie? La maladie d'Alzheimer est une maladie qui a été découverte par un chercheur nommé Alois Alzheimer au siècle dernier et du coup, on avait tendance, jusqu'à la allez, on va dire la fin du XXe siècle à s'en servir un petit peu de fourre-tout, global pour toutes les démences liées à l'âge. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer et apparentée. Il existe énormément de pathologies, en fait, qui sont assez similaires à la maladie d'Alzheimer, mais le diagnostic, ne pouvant pas permettre de prouver si c'est Alzheimer ou une autre pathologie, on parle de maladie apparentée, voilà. Donc je pourrais vous en présenter bien d'autres, hein, mais on va se concentrer sur les principales, donc sur notre maladie d'Alzheimer en premier. La maladie d'Alzheimer, donc c'est une maladie neurodégénérative. Neurodégénératif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une maladie qui va atteindre, les neurones, donc les neurones, hein, qui sont, une des composantes essentielles de votre cerveau, qui justement communiquent avec de l'électricité entre eux. Il faut savoir, hein, que contrairement aux autres cellules de notre corps humain, on est avec un nombre prédéfini de neurones, une quantité qui est vraiment, phénoménale, hein, à notre naissance et si vous voulez, tous ces neurones en fait vont mourir petit à petit dans notre vie, mais on en a largement assez et surtout une de leurs, compétences principales à ces neurones, c'est qu'ils peuvent se remplacer les uns les autres, interagir, prendre la place des autres et remédier justement au dysfonctionnement des autres parties du cerveau quand elles sont lésées. Le problème de la maladie d'Alzheimer, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir justement, voilà, une production de déchets à l'intérieur du cerveau, notamment d'une protéine qui n'a rien à faire là, qui s'appelle la protéine de Tau, qui va donc c'est une protéine, hein, c'est une cellule et ces cellules vont venir, se coller les unes entre elles, enfin voilà, se réunir entre elles et créer des plaques, en fait, qu'on appelle des plaques amyloïdoïdales. Ces plaques vont justement venir, bah, à l'intérieur de votre cerveau, créer des couches, créer des voilà, des zones qui vont être complètement isolées, et où les influx électriques vont plus passer. Donc selon les zones où ça va se produire, hein, en fonction de la zone du cerveau qui est touchée, toutes les atteintes potentielles sont imaginables dans la maladie d'Alzheimer. Donc voilà un petit peu sur qu'est-ce qui se passe dans cette maladie d'Alzheimer. Alors, il faut savoir, hein, que, la recherche sur la maladie d'Alzheimer, même si elle avance très vite, nous permet pas encore aujourd'hui de pouvoir savoir, exactement les causes de cette maladie. On peut penser à quelque chose d'héréditaire, à quelque chose de génétique. Les études récentes sont plutôt même, enclines à penser que ça serait, au niveau de nos intestins que ça se produirait, que ce serait, des bactéries au niveau des intestins qui commenceraient justement à synthétiser, des protéines et les envoyer à des endroits où il faudrait pas du coup et nos neurones en fait qui eux s'alimentent, aussi de nutriments, hein, consomment énormément d'énergie pour pouvoir fonctionner. Notre cerveau est un des organes qui est le plus énergivore à l'intérieur de notre corps, qui consomme le plus d'énergie va se mettre justement à s'alimenter de nutriments qui sont pas ceux qu'il utilise d'habitude, d'où justement la création de ces nouveaux déchets qui vont venir s'agglomérer et créer ces zones en fait, de lésions. Voilà, c'est un petit peu pour vous expliquer, simplement, comment ça peut être défini. Donc la recherche est toujours en cours, hein, pour l'instant on ne connaît pas les causes exactes de la maladie, mais voilà en tout cas les pistes du moins qu'on a pour l'instant. Pour la maladie d'Alzheimer, donc elle va se produire en plusieurs étapes. On va parler, d'une phase préclinique où là, il y a aucun symptôme qui est identifié. Donc la personne, hein, la maladie est bien présente en elle, mais pour l'instant, elle ressent aucun des effets, son cerveau fonctionne tout à fait bien, les neurones arrivent à pallier justement aux petites difficultés qu'ils rencontrent et tout se passe bien.
Ensuite, on verra qu'il y a une phase de début où là, on va directement se trouver, hein, dans les troubles, les plus apparents et ceux qui arrivent en premier dans la maladie d'Alzheimer, notamment les troubles mnésiques. C'est tout ce qui va toucher la mémoire. Alors, il faut savoir pourquoi c'est les troubles mnésiques en premier. Simplement parce que contrairement à d'autres zones du cerveau, hein, je pourrais vous parler de l'aire corticale. Alors, si je tourne la tête, vous la voyez ici, ça c'est la zone qui contrôle mes mouvements, par exemple. C'est là où sont situées un petit peu, toute la zone corticale qui gère mes mouvements, tout ce que j'essaye de faire, c'est cette zone du cerveau qui va le gérer. Donc contrairement voilà, au mouvement par exemple, qui a une zone bien définie, la mémoire, elle, se situe à l'intérieur de votre cerveau, mais tous les neurones en fait contribuent à votre mémoire. C'est-à-dire que si jamais il y a des lésions au niveau de votre cerveau, où que ce soit, potentiellement votre mémoire peut être atteinte, d'où justement, les prémices de la maladie dans sa phase de début. Les troubles mémoriaux sont quelque chose qui vont arriver, heu, assez rapidement, c'est les 1ers à être identifiés en tout cas. Donc ça, hein, il faut être conscient que, quand on vieillit, on va avoir une perte justement un petit peu de du fonctionnement cérébral, de la réactivité, de la cognition. C'est des choses qui sont tout à fait normales dans le vieillissement normal de la personne, hein. Oublier des choses en vieillissant, c'est quelque chose qui va être normal aussi, hein. Plus savoir où on a mis ses clés, c'est pas pour autant la maladie d'Alzheimer. Ce qui va se produire par contre dans les maladies d'Alzheimer, hein, c'est que ces oublis, vont devenir de plus en plus fréquents et vont mettre la personne dans des situations de plus en plus compliquées. Donc pour vous donner un exemple, hein, c'est comme si, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comme ça. Dans la phase, préclinique, quand la maladie est pas présente, vous sortez dehors, vous êtes dans la rue, vous regardez les panneaux et puis vous voulez aller, je sais pas, vous êtes à Lyon, vous voulez aller à Marseille, il vous suffit de regarder le panneau Marseille, vous savez que dans quelle direction c'est. Vous avez plus qu'à suivre la route et puis vous arriverez à Marseille un jour ou l'autre. Évidemment, si vous y allez à pied, vous êtes mal barré, mais ça, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc ça c'est la phase, préclinique, hein, il y a pas de souci, votre mémoire est pas altérée, vous regardez le panneau, tout va bien et vous pouvez, aller où vous voulez. Vous savez encore vous repérer, même s'il y a des moments où vous allez regarder le panneau, vous allez vous dire: «Ah oui, non, c'est bon, c'est Marseille, tout va bien». Dans la phase de début, vous allez sortir dehors, vous allez regarder le panneau Marseille et puis vous allez vous dire: «Marseille, Marseille, c'est où déjà? Qu'est-ce que c'est Marseille? Ah oui, c'est cette ville du sud de la France, ça y est, je me souviens maintenant» et puis vous allez vous mettre en route, puis peut-être 2, 3, 4 fois pendant le voyage, il faudra vous dire: «Mais Marseille, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Marseille, cette ville du sud où on mange la bouillabaisse, ça y est, je me souviens». Mais il faudra stimuler votre mémoire, il faudra revenir dessus un petit peu pour pouvoir justement, Heu, voilà, arriver à mobiliser tout ça et à être bien au clair avec vous-même. Donc ça, c'est la phase de début qui va, bah, s'aggraver petit à petit, quoi. Quand on arrive dans la phase modérée de la pathologie, hein, ce qui se passe, c'est que vous sortez dehors, vous regardez le panneau Marseille et puis, là, vous allez voir, marqué Marseille et puis vous allez vous dire: «Qu'est-ce que c'est Marseille? Bah, je sais plus et puis qu'est-ce que je fais dans la rue? Je sais plus. Bon, bah, je devais faire quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir. Bon, bah, je vais rentrer chez moi alors». Et là, vous rentrez chez vous. Donc ça, hein, c'est la phase modérée, les idées que vous avez, ce que vous entreprenez, très rapidement ça disparaît, ça devient très compliqué en fait d'entreprendre la moindre action. Enfin, dans la phase avancée de la maladie, hein, là on en est au point où vous sortez dehors, vous allez regarder, cette forme bizarre où il y a voilà, des formes qui sont écrites dessus. Puis vous allez regarder ça étrangement et vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que c'est?» C'est bien le panneau Marseille, hein, que vous êtes en train de regarder, mais malheureusement, vos capacités mémorielles vous permettent plus de vous souvenir c'est quoi un panneau, c'est quoi l'écriture, comment on fait pour lire. Tout ça a disparu et là, vous vous retrouvez de plus en plus isolé, par rapport à la réalité, au monde qui vous entoure. Donc vous voyez un petit peu, hein, au niveau de ces évolutions de la mémoire, comment ça va se passer. C'est vraiment, grosso modo, hein, pour vous simplifier la vision et puis avec la métaphore là des panneaux, vous expliquer un peu comment ça va s'articuler pour la personne. Donc voilà, hein, ça c'est les troubles mémoriaux, c'est des choses qu'on va voir, apparaître très, très rapidement. Dans les troubles qu'on va voir apparaître très rapidement aussi, c'est ce qu'on appelle l'aphasie. Alors l'aphasie, hein, vous allez voir que dans Alzheimer, on a 4 grands A, d'accord? 4, mots qui commencent par A, qui sont les 4 grands symptômes de la pathologie. Donc le premier c'est l'amnésie, c'est les troubles de la mémoire. Le deuxième c'est l'aphasie. L'aphasie, qu'est-ce que c'est? C'est les troubles du langage, de la locution et justement des émotions et du savoir-être. Donc ça, c'est votre lobe frontal, c'est cette partie avant du cerveau qui contrôle tout ça. Et du coup, vous allez commencer à avoir des difficultés de locution. Donc vous allez chercher vos mots, vous allez utiliser un mot pour un autre. «Tiens, passe-moi la baignoire pour couper ma viande». Ça va être ce genre de choses peut-être que vous pouvez entendre
dans les personnes. Ils vont aussi bloquer sur des mots, ils arriveront plus à retrouver le mot qu'ils veulent utiliser et puis très rapidement, ça va devenir compliqué pour eux de communiquer à l'oral. Il faudra souvent qu'on utilise une technique qui s'appelle le prêt de mots, c'est-à-dire que la personne va commencer à parler, elle va bloquer et nous, on va essayer de trouver justement, de lui prêter un mot pour voir si c'est celui qu'elle cherchait et essayer vraiment de communiquer avec elle. Donc ça, on prendra les cours sur la communication, on abordera un petit peu ça si on l'a pas déjà abordé ensemble. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, l'aphasie par rapport à ça, c'est ces troubles du langage qui vont commencer à être difficiles pour la personne et aussi, bah, un petit peu ces troubles du comportement qu'on peut voir. Donc une personne qui était très gentille pendant toute sa vie, qui peut devenir, bah, très agressif une fois qu'elle est atteinte de la maladie ou le cas contraire. Ou alors des personnes qui vont commencer à avoir des comportements un petit peu, inadaptés à notre société, qui vont se promener en maillot de bain en plein hiver ou alors, qui vont faire cuire une chaussure à la poêle ou alors qui vont vouloir faire sécher le chat au micro-ondes. Ça, c'est des choses malheureusement qu'on voit avec des personnes dans des phases modérées et avancées de la maladie, ouais. Donc voilà, ça c'est l'aphasie, c'est les 2e A. Celui qu'on va trouver après, c'est ce qu'on appelle l'apraxie. L'apraxie, c'est les troubles des mouvements. Alors l'apraxie, hein, vraiment ça c'est quelque chose qu'on va avoir, dans la phase modérée et puis avancée surtout, où la personne va avoir de plus en plus de difficultés à accomplir les gestes du quotidien. Si vous voulez, elle essaye de faire les actions, mais son corps va pas forcément réagir comme la personne le souhaite, hein. Encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aire corticale qui utilise le mouvement. Quand elle commence à avoir des lésions, tous les mouvements vont commencer à être de plus en plus compliqués. À savoir qu'au début, hein, c'est la motricité fine qui va être le plus compliqué à préserver, donc écrire, dessiner, faire des actions, qui demandent beaucoup de finesse. Donc ça, c'est vraiment cette motricité fine qui va être touchée en premier. Et après petit à petit, hein, c'est la motricité au sens global jusqu'à amener les personnes dans des situations, hein, où ils vont être dans des situations de handicap physique, de dépendance complète au niveau de la mobilisation. Donc là, avec, tous les soins apportés, hein, qu'ils pourront plus réaliser seuls. Donc voilà. Enfin, le dernier A, c'est ce qu'on appelle les agnosies. Donc les agnosies, c'est les troubles de la reconnaissance. Alors, il faut faire attention avec les troubles de la reconnaissance. On a souvent tendance à penser, quand une personne Alzheimer ne reconnaît pas les personnes en face d'elle, que c'est les troubles de la reconnaissance. C'est pas toujours le cas. Ça peut être des troubles de la mémoire. C'est pas qu'elle vous reconnaît pas, c'est simplement que sa mémoire lui indique une autre personne sur votre visage. Les troubles de la reconnaissance, ils vont se manifester de manière un peu plus brutale, nous, dans notre pratique. À savoir que vous pouvez tout à fait avoir une personne, hein, qui va prendre un couteau à pain en se disant: «C'est une brosse à dents» et qui va essayer de se brosser les dents avec. Donc ça, c'est des vrais troubles de la reconnaissance, hein, au niveau, des objets notamment, au niveau des formes où la personne peut se tromper complètement. Et il y a aussi, dans ces troubles de la reconnaissance, des troubles au niveau des sensations, donc ça, de tous les organes sensoriels. Donc il faut savoir, hein, qu'à chaque fois qu'un de vos organes sensoriels, que ça soit vos yeux, vos oreilles, votre goût, est sollicité, il envoie des messages, justement des influx électriques jusqu'à votre cerveau qui va les interpréter. C'est chaud, c'est froid, j'entends un bruit fort, j'entends une petite voix, je vois une couleur, tout ça, hein, c'est votre cerveau qui l'interprète par rapport aux organes des sens qui envoient des signaux électriques. Donc ça, directement, il peut se passer tout et n'importe quoi à partir de là. Il suffirait que vous fassiez une caresse sur le bras de la personne. Ces agnosies, hein, si jamais, elles touchent justement l'organe sensoriel qui est la peau, elle pourrait sentir une agression et très, très mal réagir à ça. Le fait aussi, alors, je vous donnerai certainement ça plus en détail en pratique ou si vous le présentez dans vos livrets, hein. J'ai plein de techniques justement pour vous aider à accompagner ce type de public. Mais on pourrait imaginer quand vous déshabillez une personne Alzheimer, le simple fait en fait de lui passer la tête à l'intérieur du pull, le fait qu'elle se retrouve dans l'obscurité à l'intérieur de son pull pourrait déclencher une crise, extrêmement compliquée, une colère extrêmement forte et des angoisses, hein, qui se manifesteraient par des comportements, pas maîtrisés par la personne. Donc vous voyez, hein, que ces troubles de la reconnaissance, ces agnosies, sont pas que les troubles de la reconnaissance des visages, mais vont beaucoup plus loin et peuvent vraiment déclencher énormément de complications pour nous professionnels quand on s'occupe des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 A, hein, alors amnésie, aphasie, apraxie et agnosie. Donc ça, souvenez-vous bien de ça pour ceux qui vont parler des personnes âgées, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, hein, c'est très important de bien avoir ça en tête. Voilà. Pour cette maladie d'Alzheimer, il faut savoir qu'il n'existe pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas la maladie d'Alzheimer. La seule chose qu'on peut faire actuellement, c'est proposer des traitements qui vont ralentir un petit peu l'apparition des symptômes, du moins modérer leurs effets, mais ça ne sera pas permanent et malheureusement l'accoutumance du corps, les effets secondaires, très forts de ces médicaments vont compliquer la vie de la personne et à un moment ou à un autre, hein, les symptômes vont prendre le dessus, vont apparaître et on ne pourra pas les arrêter quoi qu'il arrive. Donc ça, hein, c'est toujours important de vous souvenir, hein, qu'il y a pas de il y a pas de cure possible pour la maladie d'Alzheimer.
Voilà. Hem, il faut être bien être conscient. Alors, il y a des choses qu'on oublie un petit peu avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, hein. Les gens ont tendance à se dire: «Ah mais de toute façon, il est dans son petit monde, il oublie tout, il comprend plus la réalité». Il faut savoir que même dans les phases les plus avancées de la maladie, hein, même si c'est sur des laps de temps très courts, et là je vous parle de laps de temps qui peuvent durer 1 à 2 secondes, la personne est consciente de ce qui lui arrive. Elle va se rendre compte de la situation, elle va se rendre compte de l'absurdité de ce qui est en train de se passer, et elle va regarder l'environnement autour d'elle en se disant: «Mais je qu'est-ce qui m» et hop, c'est parti. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ces personnes, être très bienveillant avec eux et pas oublier que au delà de cette pathologie, hein, qui va être très invasive, qui va développer des troubles de la cognition très, très forts, qui vont empêcher la personne de réaliser des actions, de se projeter dans l'avenir, de faire même les actes les plus simples du quotidien. Il reste bien un humain qui comprend exactement ce qui lui arrive et qu'on doit apporter, bah, le respect et le soin nécessaires pour garantir vraiment, hein, une prise en charge de qualité et le respect de cette personne. Cette personne a des goûts, a des désirs, a des envies. À nous de faire très attention à ce qu'il soit bien maintenu en tout cas. Donc voilà. Pour la maladie d'Alzheimer, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Oui, peut-être le dépistage de la maladie. Donc il faut savoir qu'en France, hein, le dépistage de la maladie d'Alzheimer est très long. On parle, hein, pour un diagnostic, dans les délais les plus courts de 6 mois. En temps normal, on est plus sur 1 an, voire 2 ans, vraiment voilà, de suivi et d'examen pour pouvoir diagnostiquer une maladie d'Alzheimer. Donc ça, on va faire passer des bilans mémoire, on va faire passer des IRM, on va faire passer pas mal de choses vraiment pour essayer de voir si la maladie d'Alzheimer est bien présente ou pas. Mais il faut savoir, hein, qu'il y a encore une possibilité que le corps médical se trompe, et il y a que l'autopsie du corps, en fait, qui nous permettra de savoir si les plaques, étaient bien présentes à l'intérieur de son cerveau ou pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment très très important. Dans les complications qu'on peut voir avec la maladie, hein, il y a une dénutrition, donc une perte de l'appétence, notamment à cause des troubles, de l'agnosie, hein, des troubles des sensations et puis des troubles de la reconnaissance au niveau des goûts. Donc ça, hein, une personne qui va arrêter de s'alimenter. Des troubles psychologiques, notamment de la dépression, forcément dans les phases de début de la pathologie, la phase modérée, puis même dans les phases avancées, ça peut perdurer, hein, même si l'oubli va faire que la personne sera moins consciente de ce qui lui arrive. Mais il faut bien être consciente que quand vous sentez que vous êtes en train de disparaître et que vous allez vous oublier, le poids psychologique que ça peut être et le deuil que vous allez faire de vous-même. Donc ça, c'est une dimension, hein, qui est toute particulière, dans ces maladies neurodégénératives, de vraiment, se voir disparaître alors qu'on est encore là, quoi. Donc c'est très, très compliqué. On va aussi trouver, bah, de l'incontinence la plupart du temps, donc pareil, hein, les troubles de la reconnaissance, le trouble des sensations, vont plus permettre à la personne de savoir quand elle a envie d'aller aux toilettes ou pas, donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et puis après, du fait de ces troubles cognitifs, un isolement aussi au niveau social, au niveau professionnel. Si la personne est encore en activité, ça sera bien évidemment plus possible pour elle de maintenir les mêmes liens qu'elle possédait avant, et ça sera très difficile pour ses proches, son entourage, ses amis, hein, de voir, cette personne qui connaissait, ben, pareil, disparaître, doucement et sûrement, et remplacée par les symptômes qui vont prendre le dessus sur son identité. Donc c'est vraiment très, très difficile. Enfin, avec le dans leur accompagnement, hein, auprès de ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il faudra faire toujours bien attention à leur hydratation, hein. Pareil, faire attention à l'alimentation, à l'hydratation, c'est vraiment très important. Essayer de stimuler leur autonomie physique en les faisant se déplacer, en essayant vraiment de stimuler tout ce qui est stimulable afin de préserver au maximum, la motricité, hein, ralentir l'apraxie. Donc ça passe directement par nous, ce qu'on met en place, par, stimulation à l'autonomie. Donc c'est vraiment, super important. Et enfin, comme ce sont des personnes âgées qui vont se retrouver dans des situations, de perte d'autonomie, il faut faire toujours attention, hein. Le risque, d'apparition d'escarres est majoré, donc ça, faire très, très attention à l'état cutané de la personne pour rien rater, vraiment voilà, de son accompagnement. Donc ça, c'était pour la maladie d'Alzheimer. On va parler maintenant de la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue en France, hein. Donc là, on est entre 45 000 et 100 000 personnes en France atteintes, de la maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson qui est aussi une maladie neurodégénérative, donc encore une fois, hein, qui va être due à une dégénérescence, au niveau des neurones, et surtout, des neurones bien particuliers qu'on appelle les neurones à dopamine. Donc
Donc ça, ces neurones à dopamine ou dopaminergiques, sont les neurones en fait qui vont alors il y a énormément de choses, hein, qui sont contrôlées, par ces neurones-là. Vos émotions, notamment le plaisir, vos facultés mémorielles, le fait de pouvoir vous stimuler, vous motiver à faire des choses, hein, directement, c'est lié au taux de dopamine et ce neurone surtout, il contrôle le système moteur. Donc c'est vraiment là où va être la grosse problématique dans la maladie de Parkinson. Donc les neurones moteurs, hein, c'est ceux qui vous permettent de vous déplacer, d'avoir des mouvements, voilà, les plus souples, les plus élégants, les plus faciles possibles, hein, pour attraper un crayon, écrire une feuille, le reposer, se lever, se faire un café, tout ça, ça nous semble facile. Il faut savoir que quand vos neurones à dopamine sont atteints, toutes ces actions vont devenir de plus en plus compliquées au rythme où ils vont être détruits. Donc ça, hein, pareil, comme la maladie d'Alzheimer, on parle de neurodégénération, donc ça, hein, c'est vraiment que ça va aller, sur la pente descendante, il y a pas de retour possible. On peut pas recréer des neurones encore une fois, on a un stock de départ qui est celui qu'on aura pour toute notre vie. À nous d'essayer de garantir, le bon équilibre au niveau de nos neurones, de les préserver pour pas justement développer de troubles par la suite. Donc voilà. On a tendance à penser, hein, que la maladie de Parkinson, souvent, c'est des gens qui tremblent. Il faut savoir que le tremblement est qu'un des symptômes possibles de la pathologie, hein, et notamment, c'est pas des tremblements toujours, c'est des tremblements quand la personne est au repos. C'est surtout là où ça va se produire. Donc ça, hein, voilà, il faut bien le garder en tête, hein. Résumer, la maladie de Parkinson à ces tremblements, ça serait un petit peu réducteur quand même, quoi. Donc les symptômes, hein, les tremblements en font partie, mais c'est des tremblements au repos, c'est-à-dire que la personne se déplace, tout va bien et puis quand elle va s'arrêter, elle va commencer à avoir des mouvements un petit peu saccadés, des mouvements, voilà, de tremblement au repos. Donc ça, c'est vraiment, identifiable, hein, et ça va toucher la majorité des personnes Alzheimer, mais c'est pas le plus difficile à vivre dans la pathologie. Donc, si vous voulez, on va parler, voilà, d'hypertonie. Donc ça, l'hypertonie, hein, c'est une posture, un corps qui va être très rigide, où on va perdre, parfois, bah, l'usage de certains des membres, hein, qui seront hypertoniques, donc contractés en permanence, avec des douleurs qui vont être extrêmement violentes pour la personne. Forcément, hein, vous pouvez essayer, je vous invite devant votre écran à prendre un objet dans votre main, à le serrer le plus fort possible et à essayer de le tenir le plus fort serré. Vous allez vite voir que vous allez vous mettre à trembler. Forcément, hein, à l'intérieur de vos muscles, il y a des acides qui vont se développer et ça va commencer à faire mal. Donc ça, hein, c'est des choses que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent ressentir de manière plus ou moins violente, mais évidemment qui vont être, qui vont être, assez violentes pour eux, quoi. On va parler aussi, d'un autre symptôme qui est très important, c'est l'akinésie. Alors l'akinésie, qu'est-ce que c'est? L'akinésie, c'est un ralentissement global de tout le mécanisme moteur du corps. Donc ça, hein, ça va être des mouvements qui vont être plus lents, ça va être des difficultés à initier le mouvement surtout. Donc, si vous avez déjà rencontré des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson et dans des stades avancés de la maladie et qui veulent se déplacer, hein, quand ils peuvent encore marcher, vous allez voir que des fois, ils vont être en train d'essayer de faire le premier pas et ils vont arriver à faire le premier pas et après ils vont pouvoir faire quelques pas et après ça va se arrêter. Il va falloir qu'ils se remotivent pour arriver à refaire l'élan et à repartir dans l'action. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour eux, hein. Il faut savoir que, les neurones à dopamine vont essayer justement d'envoyer les informations, mais s'il y a un dysfonctionnement, s'ils n'envoient pas l'information au bon endroit, s'ils ont pas assez d'énergie, l'information va se perdre avant d'arriver, au bon récepteur et du coup, hein, ça va devenir, de plus en plus compliqué pour eux de se déplacer, quoi. Donc ça, hein, voilà, c'est vraiment les 3 plus gros symptômes de la maladie d'Alzheimer et on va aussi trouver, dans des cas un peu plus rares, des troubles psychiques, souvent qui sont associés à d'autres pathologies en plus. Mais, voilà, forcément, hein, comme on l'a dit pour la maladie d'Alzheimer, le fait de se voir perdre en autonomie, le fait de voir son corps qui commence à plus répondre à ce qu'on a envie de lui faire faire, pardon, ça va directement, bah, vous entraîner, hein, sur, une humeur triste et puis après, voilà, la dépression et tout ce qui peut s'ensuivre, quoi. Donc voilà. Hem, au niveau des troubles, hein, aussi qu'on peut voir, c'est des troubles au niveau moteur aussi avec des gestes qui vont partir un petit peu en cacahuète des fois. La personne essaye d'enclencher un mouvement et d'un coup le mouvement va partir sans qu'elle y puisse rien. Donc ça peut être assez difficile aussi pour eux à gérer parce qu'ils ont des mouvements un peu involontaires par moment. Ça fait pas partie des symptômes, c'est plutôt une conséquence en fait de l'action qu'ils essayent de réaliser, donc ça rentre pas dans le symptôme. Donc ça, faut y faire attention, y faire attention. Comment on va diagnostiquer la maladie de Parkinson? Donc ça, c'est beaucoup plus simple qu'Alzheimer, hein. Là, c'est par un IRM justement, hem
On va essayer justement de voir un petit peu, quel est l'état de ces neurones à dopamine et de la matière noire qui est présente dans votre cerveau qui, elle, fabrique de la dopamine. Donc on va essayer d'identifier ça pour voir s'il y a un dysfonctionnement ou pas. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, pardon, excusez-moi. Il y a un truc qui est essentiel à savoir, il y a des moments où la maladie est active et des moments où elle va laisser tranquille votre bénéficiaire. On parle de phase on quand elle est active et de phase off quand elle est pas là, et ça vraiment dans votre accompagnement, c'est très important de prendre en compte ça et pas hésiter à demander à la personne comment elle se sent. Si vous voyez elle se sent douloureuse, qu'elle a du mal à initier les mouvements, c'est que la maladie là actuellement est présente. Des fois, ça vaut le coup de repousser de 5 à 10 minutes à peu près, hein, votre aide, votre acte, votre soin pour pouvoir être sûr que la personne soit dans de meilleures dispositions. Des fois, hein, ça durera sur des durées beaucoup plus longues, mais on peut toujours essayer de lui laisser un petit peu de temps pour voir si ça peut améliorer les choses. La mobilisation aussi, hein, le fait d'essayer de lui faire bouger doucement un petit peu les membres, peut aussi lui donner un petit peu de souplesse et venir un peu, désamorcer l'hypertonie. Alors, il n'y a pas toujours, hein, énormément de miracles à attendre à la mobilisation, mais des fois, on arrive quand même à gagner, hein, sur des cursus, de quelques centimètres à carrément une mobilisation qui est beaucoup plus facile. Je pense notamment lors des transferts, hein, où ça peut être vraiment utile de bien se souvenir de ça, quoi. Au niveau des traitements médicamenteux, donc il existe toute une gamme de traitements qu'on appelle les anti-parkinsoniens. Donc ça, hein, vraiment qui vont venir atténuer les symptômes, mais qui ont des effets secondaires qui sont assez costauds pour le corps, notamment, voilà, au niveau du sommeil, au niveau du goût, au niveau des ressentis douloureux, ça va être, assez dur pour la personne. Dans certains cas de maladie de Parkinson, les implants aussi neuro, hein, peuvent fonctionner. Donc ça, on va venir vous placer un implant au niveau du cortex et puis on va envoyer de l'électricité qui va permettre de stimuler vos neurones et puis justement de pallier à leur dysfonctionnement. Donc ça peut marcher aussi un petit peu. Et ensuite, hein, il y a aussi des traitements, plus invasifs, notamment avec des injections, hein, de produits, assez chimiques qui vont permettre de limiter aussi les symptômes. Mais voilà, il y a pas de on n'a pas de cure pour l'instant, hein, il n'y a pas de traitement curatif, on ne peut pas guérir la maladie de Parkinson. Tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir, les symptômes et essayer de les maîtriser au mieux, quoi. Voilà. Avec les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, il faudra faire toujours super attention aux ressentis douloureux, hein, dans tous les actes que vous faites parce que cette hypertonie va déclencher, énormément de douleurs chez eux, donc ça, il faudra faire tout à fait attention. Faire attention, les risques de chute sont aussi majorés, donc faire très, très attention dans l'aide au déplacement, surtout, dans l'aide à la marche. La personne, hein, pourrait chuter, assez facilement, donc gardez toujours bien en tête. Et enfin, il faut savoir que les personnes qui prennent des médicaments anti-parkinsoniens doivent les prendre à heure fixe. Donc ça, c'est des heures, hein, qui sont vraiment précises. Donc si jamais vous êtes à domicile ou en structure, assurez-vous toujours que les personnes qui soient atteintes de la maladie de Parkinson aient bien leur traitement, sur les heures où ils doivent les prendre. Le risque, hein, c'est que si jamais vous les donnez un laps de temps trop éloigné de la prise, que les troubles soient majorés et que vous vous retrouvez dans des situations extrêmement compliquées à gérer, quoi. Donc ça, hein, gardez toujours bien en tête. Enfin, pour la dernière maladie neurodégénérative que je vais vous présenter, donc c'est la sclérose en plaques. Je vous parlerai, peut-être après de la maladie de Charcot, hein, qui est aussi une sclérose, mais pas tout à fait la même. Là, on va parler de la sclérose en plaques, donc qui est une maladie neurodégénérative. La sclérose en plaques est un petit peu plus compliquée à expliquer parce qu'il n'y a pas qu'une forme de sclérose en plaques. On estime qu'il y a au minimum 6 formes de sclérose en plaques différentes. Pour vous expliquer assez rapidement, sans trop vous perdre et sans vous donner des éléments qui vont être, heu trop trop poussé en fait. Sur ces différentes formes, il faut savoir qu'il y en a une qui est tout à fait normale, hein, qui est évolutive, qui va se produire et qui va juste s'aggraver dans le temps, et il y en a d'autres qui sont avec des rémissions. C'est-à-dire que la personne va faire des pics, où elle va avoir des symptômes de la pathologie, des situations de handicap qui vont apparaître, des troubles qui vont apparaître, pardon, et ensuite, la crise passée, il va y avoir justement un retour en arrière où la personne va retrouver son autonomie, elle, dans une plus ou moins grande mesure. Donc ça, vous avez différentes phases, différentes formes de sclérose en plaques. Vous en avez une qui est plutôt, par vague, vous en avez une qui est par pic, par poussée. Enfin voilà, je vais pas aller trop loin dans le détail, mais sachez que la sclérose en plaques peut se manifester de plein de manières différentes. En général, on parle de 6 formes de sclérose en plaques, mais évidemment, en fonction de la personne, de sa situation, on pourrait, c'est exponentiel, donc il peut y en avoir d'autant plus, quoi. Voilà. Donc là où on était dans les maladies, neurodégénératives avant, là, on parle de maladie qui est auto-immune. Donc les maladies auto-immunes sont différentes. Une maladie auto-immune, qu'est-ce que c'est?
Une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est votre propre organisme, votre propre système immunitaire qui va attaquer l'organisme. En fait, il va identifier une composante de votre corps, hein, ça peut être énormément de choses. Là, ça va être la myéline. La myéline qui est en fait, si vous voulez, une substance qui va venir protéger les gaines des neurones, en fait, et des nerfs, et qui va permettre à l'influx électrique qui est envoyé par votre cerveau d'arriver au bon endroit très rapidement. Si j'ai envie de me gratter l'œil, vous voyez, j'ai juste à y penser, ma main monte et je gratte mon œil. Si j'étais atteint d'une sclérose en plaques, j'essaierai d'envoyer le message. Peut-être que j'arriverai à mobiliser un petit peu mon corps, mais peut-être que j'arriverai pas du tout à bouger le bras et aller jusqu'à mon œil pour me gratter. Donc vous voyez, l'influx électrique est envoyé par mes neurones. Le souci, c'est que les gaines qui lui permettent, d'arriver jusqu'à la bonne destination vont être détruits par mon système immunitaire. Donc mon système immunitaire qui est censé me protéger, il va penser que la myéline est un parasite, est un organisme externe, un corps étranger à mon corps, et du coup va se mettre à l'attaquer. Donc forcément, il va la détruire, hein, parce que notre système immunitaire est très puissant, quand il s'agit de détruire des cellules. Il va détruire toutes les gaines de myéline à différents endroits, et ce qui va constituer, bah, progressivement, hein, justement, cette neurodégénération qui va entraîner des situations de handicap qui vont être de plus en plus lourds au fil du temps et de l'évolution de la pathologie. Donc au niveau des symptômes, hein, la plupart du temps, ça commence justement par une perte de l'acuité visuelle d'un œil ou de l'autre. Ça, c'est souvent le premier symptôme qui va se passer, des fourmillements à l'intérieur du corps. Et ensuite, on va parler de paralysie transitoire, c'est-à-dire qu'on va avoir un membre qui va se bloquer, on n'arrivera plus à le bouger, on va se dire: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Et puis après, ça va passer, on va pouvoir le réutiliser avec une douleur qui va rester. Ça va commencer comme ça. Ensuite, on va avoir de l'incontinence, donc notamment de l'incontinence urinaire, de plus en plus de difficultés à pouvoir se retenir d'uriner. Les pertes d'équilibre, donc ça avec, des troubles de l'équilibre et de la marche, des pertes de mémoire et de l'attention. Donc ça va être assez courant aussi. Des faiblesses musculaires, également, hein. La personne va perdre en force musculaire, et ça, elle va se rendre compte que, bah, c'est bizarre, avant j'arrivais à faire ça, là j'y arrive de moins en moins. Hem et voilà, ouais, et de la spasticité musculaire aussi. Alors ça, on l'a vu un peu dans Parkinson tout à l'heure, c'est vraiment ça, hein, cette hypertonie musculaire où le corps va se figer des fois dans des positions et il y aura pas de retour en arrière. Donc ça, hein, vraiment dans la sclérose en plaques, on peut se retrouver dans des situations de handicap physique qui vont être, plus ou moins lourds, hein. On peut avoir des personnes qui auront juste un membre qui seront atteints, des personnes qui seront hémiplégiques, donc la moitié du corps, hein, qui sera atteint, ou alors des personnes qui vont se retrouver dans des situations de paraplégie, qui vont perdre l'usage de leurs jambes, ou dans les plus extrêmes de tétraplégie où elles pourront plus du tout mobiliser leur corps, ou alors ça sera extrêmement limité ce qu'elles peuvent réaliser comme geste, quoi. Voilà un petit peu pour les signes de cette pathologie. Évidemment, hein, encore une fois, le fait de voir cette maladie qui va apparaître, je vous en ai pas parlé, mais ouais, elle apparaît plutôt entre 30 et 40 ans. Elle touche surtout les femmes plus que les hommes. Donc vous voyez, hein, que ça touche un public qui est plutôt jeune, et évidemment, ça va être très difficile d'accepter ça et de voir sa vie bouleversée par cette maladie qui va vous emmener, ben, voilà, doucement et sûrement vers le handicap, et vers le handicap le plus complet, quoi. Donc ça, extrêmement difficile de pouvoir le vivre, d'où, voilà, des troubles psychiques qui peuvent en découler, perte de l'humeur, agressivité, enfin, chacun peut réagir comme il veut, hein, face à ça forcément, quoi. Voilà. Au niveau des examens, donc là, on va vous faire un bilan sanguin, un IRM, hein, pour pouvoir voir justement, si la gaine de myéline, est attaquée, et puis, ce qu'est en train de faire votre système immunitaire. Donc très rapidement, on va pouvoir s'en rendre compte. Comme pour Alzheimer, comme pour Parkinson, il n'y a pas de traitement curatif, hein. On peut pas traiter la sclérose en plaques. Donc ça, faut en être conscient, hein. Il y a pas de retour en arrière possible. Quand vous êtes atteint de la sclérose en plaques, la maladie, va évoluer. Donc ça, il faut en être conscient, ouais. On va pouvoir vous donner des traitements à base de corticoïdes qui vont un peu désamorcer les douleurs, d'immunosuppresseurs, donc qui sont toujours à utiliser avec parcimonie, à savoir que les immunosuppresseurs, en fait, ils vont venir justement mettre en veille votre système immunitaire. Le souci, c'est que si vous avez plus de système immunitaire, vous êtes, bah, propice à attraper toutes les maladies possibles de la terre entière, et même, la maladie la plus bénigne, hein, même un rhume pourrait vous emmener, jusqu'à la mort, quoi. Donc il faut être conscient qu'ils sont à utiliser vraiment avec parcimonie dans des environnements qui sont vraiment dédiés à l'utilisation des suppresseurs. On ne peut pas les utiliser n'importe comment, notamment à domicile, quoi. Donc voilà, faut faire très attention. Hem, il existe par contre, ouais, des médicaments qui vont stimuler votre système immunitaire, du moins essayer de le raisonner. Donc ça, ils peuvent avoir plus ou moins d'effets
Ça dépend, hein, ça c'est vraiment selon votre réaction à ce type de médicament. Il faut savoir qu'après, hein, tout ce qui sera kiné, mobilisation va vraiment, faire du bien, les mobilisations pour essayer de justement de regagner, en souplesse, hein, par rapport à cette hypertonie musculaire. Soulager aussi des douleurs, hein, qui vont se manifester. Donc là, on est dans le système nerveux, donc forcément, il peut y avoir des influx électriques qui vont vous faire avoir du ressenti douloureux, des spasmes aussi qui vont se passer, hein, quand l'influx électrique passe et puis va à des endroits que vous maîtrisez pas, donc des spasmes assez impressionnants qui peuvent être assez violents et puis vous pouvez vous blesser aussi, hein, faire des chutes à cause de ça. Donc ça risque d'être difficile. Et le traitement aussi à base de Sativex, donc ça qui est un médicament, qui devrait être vendu en France depuis 2015, mais que les personnes atteintes de sclérose en plaques ne trouvent pas du tout dans notre pays, sont obligées de commander à l'étranger, qui est un médicament à base du coup de THC, qui est une substance active du cannabis qui a des effets vraiment, bénéfiques, notamment sur la spasticité musculaire et sur les douleurs en fait nerveuses ressenties par les personnes atteintes de sclérose. Donc on rentrera pas dans le débat, hein, du cannabis, pendant ce cours, on en reparlera peut-être en addicto, mais voilà, ces médicaments devraient être en vente en pharmacie, vous les trouverez pas à cause de la voilà, de la problématique, au niveau hem, du produit cannabis en fait, et de l'amalgame qui est fait entre, voilà, entre, ces potentiels, médicamenteux et les trafics de drogue et les addictions en France, voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément utilisé. Donc voilà, soyez bien conscients que les personnes atteintes de sclérose, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, vont être jeunes, souvent à des moments où ils ont des enfants en bas âge, où ils ont une vie professionnelle active et tout ça rapidement va être, mis à mal par la maladie qui va apparaître et qui va venir compliquer, vraiment toute cette dimension, hein, avec un positionnement pour la personne, un deuil de sa vie qui va être à réaliser et ça va être, plus ou moins simple pour elle à vivre voilà, vraiment très compliqué. Hem Au niveau du coup de la voilà, des complications qu'il peut y avoir, bah, encore une fois, hein, cette perte de motivation, cette dépression va conduire la personne, à avoir des difficultés à s'alimenter, des difficultés à boire, peut-être aussi des difficultés physiologiques, hein, au niveau de moteur qui vont l'empêcher justement de réaliser tous ces actes, l'aide à la toilette, l'aide à l'élimination, tout ça va être, des tâches souvent, à accomplir parce qu'on va vraiment, doucement, progressivement en fonction de la situation ou très rapidement, hein, selon la forme de sclérose en plaques à lesquelles vous êtes confronté, à aller vers le handicap le plus complet quoi et l'assistance, dans tous les gestes de la vie quotidien. Voilà. Sur le long terme, hein, la maladie de la sclérose en plaques peut provoquer la mort aussi dans ses phases les plus avancées, notamment avec, bah, voilà, avec, des l'auto-immunité, hein, pareil, qui va venir détruire votre système végétatif, donc des informations qui passeront plus, au niveau des fonctions vitales qui seront plus assurées, qui vont entraîner le décès de la personne avec des troubles respiratoires et j'en passe, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur ces maladies, neurodégénératives. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à passer par les forums mis à votre disposition ou à me contacter directement par email. C'est vraiment, hein, si vous jamais vous choisissez de parler d'une personne atteinte d'une de ces pathologies pour votre présentation au jury, ou si vous voulez renforcer vos compétences, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Au revoir.